Bienvenue à tous dans l'émission. Comme vous pouvez le voir, je suis accompagné du correspondant de guerre et journaliste indépendant Elijah Magnier pour faire le point sur les derniers développements et les analyser. D'abord, il faut parler d'informations, selon lesquelles un député iranien a déclaré aux médias que l'Iran envisage très sérieusement de se retirer du traité de non-prolifération nucléaire et qu'une proposition a été soumise au Parlement. Cela intervient alors que, bien sûr, les États-Unis ont une nouvelle fois mis à l'épreuve les capacités de l'Iran à se défendre. Et nous allons poser la question, l'Iran pourrait-il réellement obtenir cette arme nucléaire? Est-ce qu'il la développe déjà? Et l'establishment est très en colère en ce moment parce que Donald Trump a effectivement révélé que la Corée du Nord, la RPDC, possède 57 armes nucléaires. Et c'est la raison pour laquelle il va parler directement avec la RPDC, ce qui amène certains à se demander si l'Iran devrait en fait se doter de l'arme nucléaire et s'il va chercher à en obtenir une. Maintenant, dans le détroit d'Ormuz, je sais, Elijah, que vous avez beaucoup couvert ce qui s'y passe. La nuit dernière, pour la deuxième nuit consécutive, un Airbus a émis un signal d'urgence au-dessus du détroit d'Ormuz, avant d'atterrir aux Émirats arabes unis. Cette fois, c'était un F-35. Et ce n'est pas seulement Trump qui panique à propos de la quantité de pétrole qui transite, ou non, par le détroit d'Ormuz. Israël aussi panique face à une éventuelle attaque de la Turquie. Cela intervient alors qu'Israël a frappé un aéroport en Syrie, affirmant que des forces militaires turques allaient l'occuper. Israël semble également convaincu, dans ses préparatifs, qu'il ne sera pas soumis à l'examen prévu par l'article 5 de la Charte de l'OTAN. Et voici un article d'Israël Hayom qui explique que l'article 5 ne signifie pas qu'Israël est protégé en Syrie. Cela amène certains à se demander si Israël et la Turquie se dirigent vers une nouvelle guerre au Moyen-Orient. Mais Elijah, que pensez-vous de ces développements et de ce qui se passe avec cette guerre en Iran? Comment a-t-elle de telles répercussions régionales? Et comment influence-t-elle aussi la question des capacités nucléaires iraniennes et de savoir si l'Iran devrait obtenir l'arme nucléaire? Merci de m'accueillir. Le TNP est intéressant parce que l'Iran l'a signé en 1968, à l'époque du Shah d'Iran, pour en faire partie, puis l'a ratifié 2 ans plus tard. Nous parlons donc de 9 ans avant la création de la République islamique d'Iran. Mettre le TNP sur la table, c'est exactement comparable à la décision prise par l'Iran en 2020, lorsque les Israéliens ont assassiné Fakhrizadeh, le directeur de ce qui était alors présenté comme le programme nucléaire. L'Iran est alors passé à 20%. Puis, de nouveau, l'Iran est passé à 60% en 2022, lorsque la CIA et le Mossad ont attaqué l'installation nucléaire de Fordow. Là encore, c'était une autre façon pour l'Iran de dire au monde, si vous continuez à nous chercher et à nous saboter, alors nous prendrons des mesures qui vous feront peur, sans réellement franchir le seuil. Et l'Iran n'est jamais allé au-delà de 60% après cette date, même si le TNP autorise l'Iran à enrichir l'uranium au-delà de 90%, tant qu'il y a de la transparence et que l'Iran ne fabrique pas de bombes nucléaires. Cependant, se retirer du TNP serait une étape importante. Pour tous ceux qui sont sceptiques, cela signifierait que l'Iran se rapproche en réalité d'un blackout nucléaire. Autrement dit, plus aucune information sur le programme nucléaire, rien sur le type de centrifugeuse dont dispose l'Iran. Le JCPOA parlait des IR-1. L'Iran est très près de passer aux IR-8, ce qui permettrait de produire beaucoup plus rapidement un uranium enrichi à un pourcentage plus élevé. Et encore, la quantité d'uranium enrichi, le pourcentage jusqu'auquel l'Iran peut aller sans forcément se doter de l'arme nucléaire.
Mais cela rappelle fortement ce que fait l'Iran aujourd'hui, en disant à Donald Trump, « Vous parlez toujours du détroit d'Ormuz, tout en oubliant l'atout principal, majeur, celui pour lequel vous affirmez être entré en guerre, le dossier nucléaire. » Or, ce dossier semble avoir complètement disparu de l'agenda de Donald Trump et aussi de celui des Israéliens qui ont convaincu Trump d'entrer en guerre. Et il semble que plus personne ne parle du programme nucléaire parce qu'ils sont tous très occupés par le détroit d'Ormuz. Voilà un point lié au MPD. Quant au pétrole, bien sûr, l'agence Kepler est la source occidentale la plus fiable sur l'ensemble du trafic maritime qui transite par le détroit d'Ormuz. Elle affirme qu'en réalité, aucun pétrole ne le traverse. Et l'Iran n'a fait une exception que pour l'Irak. Le gouvernement de Bagdad a demandé aux Iraniens de l'autoriser à exporter 3 pétroliers de pétrole, et l'Iran a accepté. À présent, beaucoup de spéculations circulent. L'Irak et les pays du CC comptent au Stade d'Ormuz. Ils n'en ont pas besoin. Tout ça n'a aucun sens. D'abord, le pipeline dont l'Irak parle, via la Turquie, pourrait transporter à pleine capacité potentiellement 750 000 barils, ce qui reste extrêmement peu. En ce moment, ils en sont entre 300 000 et 350 000. Ensuite, la ligne vers Banias, c'est une ligne terrestre ou plutôt un pipeline. Et là encore, on parle de quelques centaines de milliers de barils, comparé à ce que l'Irak produit et à son objectif qui est d'atteindre 4 500 000 barils. Aujourd'hui, il vendait entre 3 500 000 et 3 800 000. Il est donc encore très loin d'atteindre ne serait-ce qu'un quart de son objectif. Et le problème de l'Irak, comme du Koweït, c'est que ces deux pays sont pris au piège parce que leur économie dépend principalement de la vente de pétrole. Et l'Irak en particulier, 90% de son budget provient de la vente de pétrole, dont les recettes arrivent dans les banques fédérales américaines à New York avant que l'argent ne soit versé à Bagdad. Mais Bagdad est en réalité en train d'être asphyxié financièrement ces jours-ci. Cela fait plus de 5 mois et c'est énorme pour le gouvernement de Bagdad qui n'a pas de réserve lui permettant de faire face à cette situation. Et c'est ce que vise l'Iran. Répartir la douleur entre tous les pays, pas seulement ceux du détroit d'Ormuz, c'est-à-dire les pays du CCG et l'Irak, mais aussi le monde entier, qui reçoit normalement 20 millions de barils de pétrole par jour. Et quand Donald Trump parle d'obtenir 15 millions de barils en une semaine, aujourd'hui il a changé d'avis. Il a dit en une journée selon Axios. Mais avant cela, il a dit qu'en une semaine, avant de se rendre compte que, en réalité, s'il gère 15 millions de barils par semaine, cela représente 7 jours, durant lesquels la réserve stratégique américaine a été utilisée pour libérer 140 millions de barils. Ce qu'il annonce, c'est donc vraiment insignifiant. Et cela mène à une conclusion, il manque au monde plus d'1,5 milliard de barils de pétrole. Même si le détroit d'Ormuz rouvrait demain, ce qui est loin d'être le cas, il faudrait plus de 8 à 12 mois pour reconstituer le pétrole manquant dont le monde a besoin. Et ce, malgré le fait que la Chine ait réduit la quantité de pétrole qu'elle utilise. Elle puise elle aussi dans ses réserves d'1,5 milliard de barils. Quant aux Américains, ils ont atteint un niveau très critique. Ils sont passés de 750 millions de barils de réserves stratégiques à seulement 150 à 200 millions de barils. Et nous savons que le prix du diesel se situe entre 5 et 5,5 et celui du pétrole entre 4 et 4,5 selon la région du pays où vous vous trouvez, aux États-Unis. Voilà la situation. Et j'ai quitté la Turquie parce que là, c'est quelque chose de complètement différent.
Oui, nous parlerons bien de la Turquie et d'Israël vers la fin de l'émission. Mais je voulais avoir votre avis, Elijah, sur les liens entre cette question nucléaire iranienne et la possibilité que, comme vous semblez l'indiquer, l'Iran cherche, et cherche peut-être déjà, à se retirer du TNP. Il pourrait ensuite laisser planer une grande ambiguïté sur son enrichissement, n'est-ce pas, afin d'établir cette capacité de dissuasion. Selon l'un des parlementaires, l'attaque sauvage contre l'Iran, l'assassinat du guide suprême et des commandants, ainsi que les violations répétées des engagements américains, sont les raisons qui justifieraient la poursuite d'un retrait du TNP. Mais je me demande aussi si l'Iran cherche à imposer son contrôle sur le détroit d'Ormuz. Il y a tous ces rapports selon lesquels l'armée de l'air américaine guiderait des navires hors du détroit d'Ormuz. Je ne sais pas à quel point tout cela est vrai, vu le niveau d'activité. Mais l'Iran tire toujours sur des navires, et les États-Unis affirment que l'Iran n'est plus en mesure de le faire efficacement en raison des dernières vagues d'attaques qui ont conduit les États-Unis à viser, semble-t-il, ces radars. Alors, selon vous, dans quelle mesure l'Iran pourrait-il chercher à sortir du TNP et à se doter de l'arme nucléaire, simplement parce qu'il veut faire respecter sa souveraineté sur le détroit d'Ormuz? Eh bien, l'Iran a montré qu'il avait beaucoup de cartes à jouer. Et c'est en fait le message adressé aux Américains. Les Iraniens disent qu'il y a encore beaucoup d'autres lapins dans le chapeau que nous n'avons pas sortis. Et nous sommes prêts à vous effrayer encore davantage que vous ne l'êtes déjà. Vous pouvez donc répéter chaque jour, dans chacune de ces déclarations, que Donald Trump dit « Je ne tolérerai pas à l'Iran d'avoir l'arme nucléaire ». Et parfois, il a dit, comme Benjamin Netanyahou l'a dit aux Israéliens, « Nous avons détruit les armes nucléaires iraniennes et maintenant Israël est plus en sécurité. » Et puis soudainement, on entend Netanyahou et Trump dire « Eh bien, en fait, nous ne permettrons pas à l'Iran d'avoir l'arme nucléaire. » Alors que l'Iran n'en a jamais eu, selon les services de renseignement américains et tous les services de renseignement européens. Donc, personne ne doute que l'Iran ne possède pas d'armes nucléaires. En revanche, tout le monde s'accorde à dire qu'entre 60 et 90%, le chemin à parcourir est très court. Ensuite, il faut des essais pour fabriquer au moins 10 bombes nucléaires. Car vous en testez une, puis vous gardez les 9 autres comme moyen de dissuasion, pour que les autres, comme les Américains et les Israéliens, sachent qu'il existe d'autres bombes que vous pouvez utiliser. Donc restez à l'écart et ne bombardez jamais l'Iran. Nous avons entendu quelque chose d'inhabituel de la part de Massoud Pezeshkian, le président iranien, pourtant le plus modéré, le plus pragmatique et en réalité le moins politique. Il a dit qu'un pays qui dispose d'une capacité de dissuasion ne sera jamais attaqué. Pour les Iraniens aujourd'hui, il y a cette idée d'aller vers l'arme nucléaire, non pas pour l'utiliser contre Israël, car ce n'est pas l'objectif des Iraniens. Et les Iraniens n'ont jamais attaqué Israël. Ils ont répondu à l'attaque israélienne, à l'agression israélienne et aux guerres illégales de juin 2025. Avant cela, il y a eu Damas contre son consulat, ainsi que tous les assassinats de conseillers militaires iraniens en Syrie et en Irak, qui avaient été demandés par les deux gouvernements. Mais pour les assassinats et les sabotages visant les sites nucléaires et les scientifiques du nucléaire, Israël a toujours revendiqué la responsabilité, directement ou indirectement. Par conséquent, l'Iran veut qu'on le laisse tranquille, sans l'attaquer. Mais surtout, il veut que toutes les sanctions soient levées, et il veut être indemnisé pour les destructions causées par la guerre. Ils veulent récupérer leur argent gelé, volé par les États-Unis et tous les autres pays qui ont peur de rendre à l'Iran les milliards de dollars. Ils veulent les récupérer. Et comme Donald Trump l'a dit lorsqu'il a signé le protocole d'accord le 17 juin,
Il a dit que l'Iran avait le droit de se défendre en ayant ses missiles. Il a dit que l'Iran avait le droit de récupérer ses avoirs gelés. Et il a dit que l'Iran avait le droit de vivre sans sanctions. Mais soudainement, parce que son objectif, comme Vance l'a dit, était uniquement de rouvrir le détroit d'Ormuz, tout s'est effondré lorsque l'Iran a dit « En fait, nous devons attendre 30 jours, le temps de déminer ». Et il a attaqué l'Iran 3 semaines plus tard, sans attendre la fin des 30 jours. C'est là que l'Iran est tenté de dire « D'accord, je coupe les caméras de tous les inspecteurs de l'ONU ». Ils l'ont fait. Ils ont dit « Nous n'autorisons plus aucune visite ». Et ils l'ont fait. Mais cela n'a pas vraiment dissuadé les Américains et les Européens de lever les sanctions. Au contraire, ils sont allés encore plus loin et ont déclenché un mécanisme de rétablissement automatique des sanctions contre l'Iran qui fait partie du JCPOA. Alors même que les Américains avaient quitté le JCPOA en 2018. C'est donc vraiment une théorie absurde que d'imaginer l'Iran se retirer du TNP et dire au monde « Écoutez, avant que nous pensions n'avoir plus d'autre choix que d'aller vers la bombe nucléaire, venez nous parler et accepter nos conditions. » Parce que premièrement, nous ne représentions pas un danger pour les États-Unis. Nous n'avons pas attaqué les États-Unis. Nous n'avons jamais attaqué nos voisins avant la guerre. Même après juin 2025, l'Iran n'a pas exercé de représailles contre les pays du Golfe. Même si certains pays, comme l'Irak, ont permis aux Israéliens d'utiliser l'espace aérien irakien, le Kurdistan irakien a permis aux Israéliens d'attaquer l'Iran avec des drones et de mener des sabotages à l'intérieur de l'Iran depuis le Kurdistan irakien. Les Émiratis ont eux aussi permis aux Israéliens d'attaquer les Iraniens en 2025, mais seulement après février 2026, après de multiples avertissements de l'Iran disant que les Iraniens bombarderaient tous les pays impliqués. C'est à ce moment-là que l'Iran a mis sa menace à exécution et a bombardé tous les actifs américains et les actifs du Golfe qui soutenaient les États-Unis dans cette guerre, à juste titre, selon la résolution 3314 de l'ONU. Donc pour l'Iran, renoncer au TNP, je pense que c'est une étape normale, à moins que Donald Trump ne reconnaisse qu'il n'a pas atteint ses objectifs, qu'il ne va pas changer le régime, alors même que le ministre américain des Finances parle encore d'un changement de régime. Et ils disent, d'accord, maintenant, nous voulons imposer des sanctions pour retourner la population contre le gouvernement. Et c'est grave, parce qu'ils disent, nous retournons la population. Ils sont donc pleinement conscients que ces sanctions vont paralyser la population, mais pas le système au pouvoir. Et c'est un crime contre l'humanité qu'ils commettent. Les sanctions sont illégales, elles ne viennent pas des Nations Unies. Elles ne viennent pas de la Cour internationale de justice. Elles viennent d'un président narcissique qui refuse d'admettre sa défaite et qui veut poursuivre le combat par d'autres moyens, en pensant que, grâce aux sanctions, il peut obtenir ce qu'il n'a pas réussi à obtenir militairement. Donc oui, le TNP n'est pas vraiment écarté. Elijah, à quel point pensez-vous que les États-Unis sont inquiets en ce moment, après que Mohammad Ghalibaf, président du Parlement, envoyé en Chine et chef des négociations, vient de dire que les Émirats arabes unis, le Koweït et tout un ensemble d'autres pays du Golfe contactent discrètement l'Iran en ce moment afin de discuter d'accords de sécurité indépendants avec l'Iran. Qu'en pensez-vous? À quel point, selon vous, les États-Unis sont-ils inquiets, compte tenu de la vague de rapports indiquant qu'il y a une forte inquiétude quant à l'incapacité de, je cite, défendre ces pays? Cela soulève beaucoup de questions au sein des pays du Golfe sur la viabilité de cet arrangement.
Donald Trump a rendu un immense service à l'Asie occidentale en ébranlant profondément l'hégémonie américaine et la réputation des États-Unis comme première puissance militaire mondiale. Sur le plan militaire, vous pouvez avoir la meilleure armée, les meilleures bombes, les avions, les chars, les missiles, les plus destructeurs, peu importe. Mais avez-vous atteint vos objectifs ou non? C'est ainsi que les Américains mesurent la victoire. Aujourd'hui, il est évident qu'au sein de l'élite américaine, ceux qui réfléchissent avec leur tête, et non ceux qui sont assis dans un char en faisant semblant de réfléchir, sont arrivés à la conclusion que les Américains ont perdu cette guerre. Et en perdant cette guerre, ils ont perdu leur hégémonie. Cela ne veut pas dire que l'Empire américain est terminé. Loin de là. Mais l'Empire américain est en déclin, comme tous les empires qui ont dominé le monde. On parle des Perses, des Grecs, des Perses, des Italiens, des Romains. On parle des Espagnols, de tous les empires, de l'Empire britannique. Ils ont tous décliné. Ils ont tous complètement perdu leur hégémonie, puis ils sont redevenus des pays normaux, dans un état normal. Les États-Unis suivent cette voie. Et pour cette raison, le premier signe n'est pas venu de ce qu'a dit Ghalibaf. Il est venu de l'accord entre l'Arabie saoudite, le Pakistan et la Turquie, qui était en préparation depuis 2 ans, mais qui a soudainement vu le jour au milieu de ce conflit. C'est important parce que cela envoie un message. Même si ce pacte de la Mecque, signé par ces 3 pays, réunit la puissance nucléaire, la richesse pétrolière et la puissance militaire, la Turquie, l'Arabie saoudite et le Pakistan, il n'a pas encore de structure militaire. Mais il peut la bâtir et la mettre en place dans un avenir proche. Et je pense que cela a vraiment irrité Benjamin Netanyahou. Les Américains ont compris qu'il n'y avait pas d'issue face à cette orientation. Il y avait déjà eu des signaux auparavant, mais ils étaient faibles du côté de l'Organisation de coopération de Shanghai et des BRICS parce qu'ils n'étaient pas activés. Mais aujourd'hui, le Sud global comprend qu'il faut l'activer davantage encore. Et les Américains n'ont pas été autorisés à entrer dans les BRICS ni dans l'Organisation de coopération de Shanghai. L'Iran et les pays du Conseil de coopération du Golfe y ont été intégrés ces dernières années. Tout cela envoie davantage de signaux au monde. Les pays d'Asie occidentale, d'Asie et d'Afrique cherchent en réalité à se réorganiser en s'éloignant de l'hégémonie américaine. Ce qu'il reste à voir, malgré les 40 000 milliards de dollars de dette aux États-Unis qui atteint des sommets et continuera d'augmenter, c'est la baisse du dollar. Elle ne se produira vraiment que lorsque les pays riches en pétrole du Golfe commenceront à utiliser, en plus du dollar, d'autres monnaies pour vendre leur pétrole. Ceci est un coup porté à l'hégémonie américaine. Mais pour l'instant, ce pacte et ce que dit Ghalibaf, c'est aussi normal, parce que l'Iran est tout simplement voisin de tous ces pays. L'Amérique est à 12 000 kilomètres. Entre le CCG et le détroit d'Ormuz d'une part, et New York d'autre part, il y a une distance. Donc géographiquement, l'Amérique n'existe pas dans ces pays, à part par les bases militaires qu'elle y possède, qui ont été détruites par l'Iran et que les États-Unis n'ont pas réussi à protéger. Ils sont entrés en guerre sans demander l'avis des pays du Golfe, et ils ont laissé les infrastructures de ces pays être détruites parce qu'ils soutenaient les Américains. Mais en plus de cela, Donald Trump se vante en disant en substance « Nous avons utilisé les aéroports, les installations et le désert sans avoir besoin de demander l'autorisation à ces pays. » Pour Donald Trump, tout était permis et tout a un prix, et l'Amérique en paiera le prix. Heureusement, le monde a besoin que le droit international soit appliqué. Il n'a pas besoin d'une brute qui dise à la Turquie « Pourquoi n'avez-vous pas occupé la Syrie ?» ou « Maintenant, je veux le Groenland » ou « Le Canada fait partie de l'Amérique » ou
Au Venezuela, je vais kidnapper le président et piller tout le pétrole. Ou encore, je ne suis en Syrie que parce que je veux le pétrole et je le veux pour moi. C'est le langage du président américain. Est-ce cela l'Amérique? Eh bien, il est temps de commencer à réfléchir. En réalité, il existe un droit international, et ce droit international doit être au-dessus de tout le monde. Oui, très bonne remarque, Elijah. Et juste un dernier commentaire avant d'aborder la situation entre la Turquie et Israël. Je sais que vous suivez cela de près. Le Qatar, par exemple, je pense que c'est une crise majeure pour les États-Unis. Le Qatar a déclaré que son budget global, a été réduit de 30% en raison d'une forte baisse de son commerce du gaz à cause de la guerre, parce que l'Iran a très durement frappé Ras al-Khaimah. C'est une crise majeure et on est encore très loin d'un retour à la pleine capacité. Et il y a aussi le pétrole saoudien, dont la production a considérablement diminué. Et je pense que ma dernière question avant d'aborder la situation entre la Turquie et Israël est la suivante. Selon vous, l'Iran a-t-il actuellement des difficultés à gérer la situation dans le détroit d'Ormuz? Les États-Unis l'affirment. Ils mènent une opération discrète, avec une escorte de l'US Air Force, et bien sûr, la coopération des pays du Golfe concernés, notamment Oman, les Émirats arabes unis, etc. Pensez-vous que l'Iran rencontre des difficultés à ce sujet? Et pour finir, quels sont vos derniers commentaires là-dessus, avant que nous passions à la Turquie et à Israël? Eh bien, le Qatar est à juste titre bouleversé et inquiet, parce que sa capacité de production de GNL avant 2026 était d'environ 77 millions de tonnes par an. Cela représentait plus ou moins 20% des besoins mondiaux en gaz. Et le Qatar doit approvisionner l'Asie, entre autres pays. Donc pour le Qatar, perdre cette possibilité d'exporter, même si c'est un pays riche, il y a des dépenses à couvrir. Et le gouvernement, comme le pays, doivent fonctionner. Comme tous les autres pays du Golfe, ils peuvent tenir pendant un certain temps. C'est pourquoi ils se précipitent pour traiter avec l'Iran. L'Iran est là et dit « Eh bien, la première chose que vous devez faire, c'est cesser d'héberger les Américains qui m'attaquent depuis votre pays. Ce sont eux qui sont responsables de votre destruction. » S'ils font cela, alors l'Iran est prêt à conclure un accord avec tous ces pays. Toutefois, de la même manière que l'Iran a conclu un accord avec Oman, aucun accord ne sera mis en œuvre tant que la guerre ne sera pas terminée. Et la guerre ne se termine pas par un cessez-le-feu, parce que les Iraniens ne croient pas au cessez-le-feu. Ils l'ont déjà vécu en juin 2025, quand Donald Trump a appelé les Omanais et les Qataris pour leur demander de servir de médiateurs afin d'arrêter la guerre entre l'Iran et Israël. Une guerre qu'Israël avait déclenchée en attaquant et en tuant des dirigeants iraniens, puis en bombardant le pays. C'était un cessez-le-feu téléphonique. Il n'était pas écrit, il avait été convenu oralement, et il n'a pas duré, parce que la guerre a repris en février. Cette fois, avec une forte implication des Américains. Pour l'Iran, il faut mettre fin à la guerre. Aujourd'hui, l'Iran est très heureux de conclure un accord avec le Qatar et l'Arabie saoudite. Il le fera aussi avec les Koweïtiens, avec les Émiratis, même si la présence des Israéliens aux Émirats est écrasante. Mais les autres pays n'ont jamais cessé de recevoir les Israéliens, à part le Koweït. Ces pays devront donc traiter avec l'Iran, conclure un accord, au minimum un pacte de non-agression ou de non-hostilité ou un pacte de défense ou quoi que ce soit d'autre. Mais rien ne sera valable avant la fin de la guerre et avant que l'Iran ne voit ce que ces pays vont faire de la présence américaine. L'Iran contrôle le détroit d'Ormuz et a dit à Oman « Nous contrôlerons le détroit d'Ormuz conformément à l'accord. » Aucun navire n'entrera autrement qu'en passant par la voie iranienne.
Aucun navire ne quittera la zone par la ligne omanaise sans avoir confirmé sa sortie avec l'Iran, qui doit valider la cargaison. L'Iran doit s'assurer qu'aucune arme n'entre dans le Golfe, qu'aucune arme ne soit livrée par mer aux pays du Golfe, et il veut s'assurer qu'aucun navire appartenant aux États-Unis ou à Israël ne franchisse le détroit d'Ormuz. Pour l'Iran, c'est définitif. Ils ne vont pas le négocier. Concernant Israël, un accord avec les États-Unis pourrait être conclu, mais uniquement selon les conditions iraniennes. Tous ces accords seront donc rédigés et conclus en temps voulu, mais ils connaîtront exactement le même sort que l'accord entre Oman et l'Iran. Ils devront attendre la fin de la guerre. Et la fin de la guerre ne semble pas proche. En tout cas, pas cette année, pas l'année prochaine, et pas avant que Donald Trump n'achève son mandat. And not until Donald Trump will end his mandate. Wow. Yeah. No, that's Waouh! I see Oui. that very Non, je le vois très clearly clairement how it's maintenant playing que vous in l'avez the expliqué, lives. Elijah. Now, Passons à la Turquie et à Israël. En parlant d'une guerre qui se termine, d'une autre qui commence, est-ce une guerre sur le point de débuter? Vous savez, certains ont fait remarquer, Elijah, que la Turquie continue de commercer activement avec Israël, malgré ces tensions qui s'enveniment. Mais peut-être pouvez-vous expliquer comment ces tensions se sont aggravées? L'attaque israélienne contre cet aéroport en Syrie. Et puis, vous savez, des médias israéliens mettent en avant la possibilité qu'Israël attaque la Turquie de manière préventive afin de, je cite, se défendre. Alors, quel est votre point de vue sur ce qui se passe? Quelle est votre analyse de la manière dont on en est arrivé là? So your thoughts on what's going on, your analysis of how this all came to be. Now, this is related to what we spoke. Cela rejoint ce dont nous parlions tout à l'heure à propos du pacte de la Mecque. Pardon. Car l'attaque menée par les Israéliens contre l'aéroport d'Abu al-Duhur, dans le nord de la Syrie, à environ 70 km de la frontière turque, intervient au moment où la Turquie, l'Arabie saoudite et le Pakistan ont signé ensemble cet accord de défense. Cela a vraiment suscité la colère de Benjamin Netanyahou. Le moment choisi coïncide avec sa campagne électorale. Il se prépare aux élections et sa carte pour demander davantage de voix, c'est de mener des guerres et des attaques et de conclure des accords avec les pays du CCG. Make deals with the GCC countries. When Saudi Arabia goes to Turkey, that Quand l'Arabie saoudite se tourne vers la Turquie, Benjamin Netanyahou, Naftali Bennett, qui est aussi un premier ministre potentiel faible, parce qu'il n'a pas vraiment la majorité là-bas, Gadi Eisenkot avant lui, opposés à Benjamin Netanyahou, disent eux aussi que le prochain ennemi, c'est la Turquie. Et c'est ce qu'ils appellent l'islam radical, ou les radicaux sunnites après les radicaux chiites. Ce sont leurs termes. Mais c'est aussi pour eux une façon d'être réélus. Parce que la société israélienne est devenue composée de davantage de va-t-en-guerre qui diabolisent les autres non-sionistes et considèrent que le reste du monde est à leur service, comme des esclaves. Pour eux, détruire Gaza, attaquer le Liban, détruire des habitations civiles, attaquer la Syrie, en occuper une partie, créer ce qu'ils appellent une zone tampon. Ils occupent des territoires qui ne leur appartiennent pas. Ce qu'ils font en Cisjordanie, la création de colonies, la relance de Huron dans la zone B, la division de Jérusalem et de la Cisjordanie, en séparant le nord du sud, en faisant en sorte qu'un État palestinien ne voit jamais le jour, et en créant des milliers de nouvelles colonies en Palestine, en Cisjordanie. Tout cela indique que Donald Trump a fermé les yeux sur ce que fait Benjamin Netanyahou, et que Netanyahou va réellement vers davantage de guerre. C'est à ce moment-là qu'il a vu l'Arabie saoudite, qu'il voulait intégrer comme un gain supplémentaire à tout ce qu'il accumule depuis le 7 octobre, afin de cacher le fait qu'il est responsable de l'échec de la sécurité des Israéliens. Tous les chefs et commandants de la sécurité israélienne ont démissionné, y compris le chef de l'armée, le chef du renseignement, le Mossad. Tout le monde a démissionné, à l'exception de Benjamin Netanyahou. Le 7 octobre a eu lieu sous sa responsabilité. Pour cela, il voulait trouver une compensation.
Et c'est là que la Turquie intervient et fait échouer deux choses. D'abord, l'accord avec l'Arabie saoudite et le Pakistan. C'est ainsi que Donald Trump, c'est ainsi que Benjamin Netanyahou considéraient le Pakistan et la Turquie comme ses prochaines cibles. Et le deuxième point, c'est la domination de la Turquie sur la Syrie. Les Israéliens ont donc déjà attaqué la Syrie, l'aéroport T4 à Palmyre, à Tadmor, en Syrie. C'était au moment où les Turcs tentaient de s'implanter dans cet aéroport. Une deuxième attaque a eu lieu à Abu Dur. C'est intéressant parce que l'envoyé spécial présidentiel américain Tom Barrack en a parlé. Il a dit que les Syriens étaient en contact avec le chef du Mossad. En fait, le ministre syrien des Affaires étrangères. Voyez à quel niveau de relation la Syrie s'est placée. Le ministre des Affaires étrangères appelle donc le chef du Mossad pour se justifier et expliquer avant l'attaque que la Turquie ne construira pas d'infrastructure de défense ou d'attaque dans l'aéroport et n'y apportera pas de radar qui mettrait en danger la sécurité d'Israël. Donc pour en venir au fait, les Syriens n'ont absolument aucune volonté, ne peuvent pas décider de ce qu'ils peuvent faire dans leur pays, et ils doivent garantir aux Israéliens ce qu'ils peuvent installer dans leur aéroport, au fin fond du nord du pays. Et malgré tout ça, les Américains ont aussi fait vérifier par leurs services de renseignement, selon Tom Barrack, si la Turquie avait des moyens à Abu Dur, et ils ont confirmé qu'il n'y en avait pas. Et soudain, Benjamin Netanyahou a envoyé 2 avions à 70 km de la frontière turque, dans les airs. C'est insignifiant. Oui, Ils ont attaqué l'aéroport. Et pas seulement ça. Ils ont envoyé un avertissement à la Turquie, en disant « Il semble que vous n'ayez pas compris le message ». C'est ce que Benjamin Netanyahou a dit au président Erdogan. Il lui a dit « Vous n'avez pas compris le message ». Or, pendant le règne de Bachar el-Assad, la Turquie a maintenu une forte présence militaire et un contrôle total à Idlib et dans ses environs, alors même qu'Assad était au pouvoir. Cela signifie que l'armée turque est en Syrie depuis de nombreuses années, bien avant la chute d'Assad. Ce que la Turquie va faire, c'est se redéployer, changer et remplacer. Mais elle maintiendra toujours une présence. Car la Turquie, un peu comme les Américains, quand elle va dans un pays, elle ne se retire pas. Ils sont allés en Irak, ils maintiennent 15 positions au Kurdistan et ils ne veulent pas partir. En Syrie, ils ne partiront pas. Mais la Turquie, elle, n'a jamais cessé de fournir des marchandises, du pétrole et de faire des affaires avec Israël. Ils n'ont pas fait cela lors de l'attaque contre le bateau Marmara. On parle de la flottille de 2010. Ils ne l'ont pas fait pendant Gaza. Ils ont maintenu l'approvisionnement en marchandises d'Israël et ils ne vont pas s'arrêter maintenant parce que le volume des échanges est important et parce qu'Erdogan ne veut pas montrer une rupture nette entre la Turquie et Israël. Il veut prouver aux Américains qu'en réalité, Benjamin Netanyahou est l'agresseur. Mais la Turquie ne va pas abandonner la Syrie. La Syrie est trop importante pour que la Turquie la laisse aux Israéliens. Et la Syrie est désormais une ligne de défense face aux intentions de Benjamin Netanyahou envers la Turquie. Mais il n'y a pas que la Syrie. Pour la Turquie, il est important que la résistance au Liban ne soit pas affaiblie, parce qu'Israël ne devrait pas pouvoir éliminer tranquillement tous ses ennemis aux frontières, puis consacrer son effort de guerre à la Turquie. Oui, j'allais vous poser la question, Elijah. Au vu de tout ce que vous avez dit, pensez-vous qu'il s'agit désormais aussi d'un affrontement entre le projet du Grand Israël et la vision néo-ottomane d'Erdogan? Car, comme vous l'avez dit, la Turquie s'étend lorsqu'elle fait la guerre. Elle s'étend aussi. Elle occupe aussi. Dans quelle mesure voyez-vous là un affrontement entre ces deux visions expansionnistes concurrentes? Et quel problème cela pose-t-il aux États-Unis?
Ce n'est pas comme si les États-Unis n'avaient pas déjà une myriade de problèmes en Asie occidentale, dans cette guerre avec l'Iran, et avec tout ce qui s'est passé, pourrait-on dire, depuis le 7 octobre 2023. Eh bien, je ne pense pas qu'il y aura un affrontement entre la Turquie et Israël. Il y aura de temps à autre quelques coups sous la ceinture sur différents théâtres. Mais ce ne sera pas un affrontement direct entre la Turquie et Israël. La Turquie est un grand pays. Elle possède la deuxième force de l'OTAN. C'est un pays qui produit des armes. Nous avons vu dans la guerre des Israéliens et des Américains contre l'Iran qu'en réalité, la force aérienne ne fait pas tout. Cela dit, la Turquie a une force aérienne, des drones qui peuvent frapper Israël très facilement et des missiles à longue portée qui peuvent frapper Israël. Et la Turquie est aussi très importante pour la Russie parce que c'est là que les Russes ont désormais leur terminal pétrolier. C'est très important car c'est un pays entre l'Est et l'Ouest. La Turquie est partagée entre une Turquie européenne et une Turquie du Moyen-Orient. Ce n'est donc pas quelque chose que Benjamin Netanyahou peut considérer comme facile à avaler. Et le président Erdogan n'envisage pas d'aller attaquer Israël parce qu'il n'a, pour l'instant, aucune vision dans cette partie du monde. S'engager dans un affrontement direct avec les Israéliens est trop compliqué et personne n'y gagnerait. Au contraire, les deux en sortiraient affaiblis. Et qu'arriverait-il à l'Europe? La Turquie est aux portes de l'Europe. L'Europe ne sera pas heureuse de voir cela. Les Américains ne voient pas la Turquie, un pays de l'OTAN, s'affronter à Israël, son seul et plus solide allié à l'heure actuelle, comme l'a dit le vice-président des États-Unis, J.D. Vance. C'est pourquoi nous ne pensons pas vraiment que cela va se produire. Mais cela arrivera régulièrement, maintenant que le combat est ouvert. Par de petits coups, pas vraiment par un coup de chaos. Et puis, qui gagnera entre les deux? Non, ce ne sera pas comme ça. La Turquie utilisera la Syrie pour frapper Israël de différentes manières. Et nous avons vu certains signaux venant de l'armée du gouvernement syrien, ou d'un bataillon de l'armée syrienne, ou encore de djihadistes au sein de l'armée syrienne, montrant que la Syrie a conservé en son sein l'unité des combattants étrangers djihadistes. Tout cela envoie donc des messages à Israël, en disant « Eh bien, nous avons différents moyens ». Cela ne veut pas dire qu'ils seront efficaces contre Israël, mais ils obligeront Israël à prendre de nouvelles mesures. Israël peut maintenant aller occuper tout ce qui entoure Damas. Ce n'est pas très loin. C'est à 53 km de Damas. Israël peut atteindre Damas à tout moment. Il peut aller très près du commandement central de la Syrie. Il peut bombarder la Syrie à tout moment avec un missile à longue portée, sans avoir besoin d'envoyer l'armée de l'air. On voit donc que cette bataille ne va pas avoir lieu à ce niveau-là, entre les pays. Mais par l'intermédiaire de forces mandataires, oui, cela peut arriver. Maintenant, Elijah, le seul sujet dont nous n'avons pas encore parlé, c'est le front yéménite, Ansar Allah et l'Arabie saoudite. J'aimerais que vous le preniez en compte, au regard de tout ce que nous avons dit sur la région. Comment la région va-t-elle continuer à évoluer, étant donné qu'au cours de cette conversation, nous avons évoqué plusieurs fronts? Il semble que la guerre va être un thème majeur dans la région. Je me demande comment, selon vous, cela va changer les choses, à court terme comme à long terme. Et j'aimerais aussi avoir vos commentaires sur ce qui se passe actuellement entre le Yémen et l'Arabie saoudite, alors que de nombreux rapports indiquent que les flux pétroliers saoudiens ont diminué de manière assez significative à cause de ce conflit. Le Yémen est très intéressant
parce que, comme l'Iran, il a décidé de mettre fin à l'ère des sanctions. Le Yémen subit depuis 11 à 12 ans des sanctions de la part de l'Arabie saoudite et de ce qu'ils appellent la coalition saoudienne. Nous avons vu comment Donald Trump a tenté pendant un mois de bombarder le Yémen, puis a simplement décidé de partir parce qu'il n'avait atteint aucune cible ni aucun objectif, quel qu'il soit. Les Yéménites ont aussi subi 6 à 7 ans de guerre contre les Saoudiens et les Émiratis. Et maintenant ils disent « ça suffit, les sanctions doivent être levées ». Et de même que l'Iran contrôle le détroit d'Ormuz, le Yémen contrôle Bab el-Mandeb. Non seulement Bab el-Mandeb, mais aussi ces missiles peuvent atteindre la Méditerranée et bien sûr la mer Rouge. Ce que fait le Yémen, c'est qu'il a stoppé tout le flux de pétrole venant d'Arabie saoudite, passant par Bab el-Mandeb et à destination de l'Asie. C'est important parce que cela signifie que tous les superpétroliers qui peuvent transporter 2 millions de barils de pétrole ne peuvent pas franchir le canal de Suez ni atteindre la Méditerranée. Ils doivent acheminer la cargaison vers des pipelines en Égypte. Or, ces pipelines ont une capacité limitée à 750 000 barils, pas davantage. Ensuite, ils doivent envoyer de petits navires, ce qui augmente les prix et les coûts d'assurance. Ils doivent aussi ajouter 4 à 5 semaines pour contourner l'Afrique depuis le canal de Suez, en passant par la Méditerranée, puis en descendant jusqu'à l'Asie pour livrer. Tout cela met une forte pression sur les Saoudiens. À cela s'ajoute l'attaque yéménite contre Jizan, contre la compagnie pétrolière Saudi Aramco, et le message envoyé aux Saoudiens. Même si vous enterrez tous vos pipelines, toutes vos pompes restent et resteront toujours au-dessus du sol. Elles sont vulnérables à nos drones. La meilleure solution, c'est d'arrêter les sanctions, de les lever et de s'asseoir avec les Yéménites. C'est une option. Le Yémen n'a pas encore joué toutes ses cartes. De la même manière que le Yémen a joué la carte de la Palestine et de Gaza, en soutien à la population, en interdisant aux navires israéliens d'emprunter la mer Rouge et le détroit de Bab el-Mandeb, il a tenu bon tout au long du conflit et de la famine qu'Israël a infligé à la population palestinienne de Gaza. Aujourd'hui, le Yémen est prêt à mettre Bab el-Mandeb au service du Hezbollah au Liban. Vous voyez, l'axe de la résistance n'a pas fonctionné avant juin 2025. Il ne disposait pas d'un commandement centralisé, ni d'un contrôle central, et il n'organisait pas la bataille collectivement, comme un seul bloc. Maintenant, après juin 2025, la reprise de l'action de la résistance commence à se mettre en place. Lentement, mais sûrement, nous avons vu l'Iran tirer une leçon. Les Irakiens en ont tiré une partie, et les Yéménites ont décidé d'agir différemment et de voir quelle partie de l'axe de la résistance dispose d'un levier à mettre au service des autres. Les Iraniens ont dit la fin de la guerre dans tout le Moyen-Orient, y compris au Yémen, mais aussi au Liban et à Gaza. Et les Yéménites disent levez les sanctions. Et maintenant, ils ont dit au Hezbollah qu'ils ne lèveront pas les sanctions, qu'ils ne lèveront pas le blocus contre l'Arabie saoudite, sans la fin de la guerre au Liban également. Donc ils se rapprochent. C'est pourquoi le paragraphe 5 du mémorandum du 17 juin, signé entre l'Iran et les Américains, intéresse Donald Trump. Les Iraniens, eux, s'intéressent au paragraphe 1, la fin de la guerre sur tous les fronts, la fin de la guerre au Moyen-Orient. Et la fin de la guerre signifie que tous ces fronts sont aujourd'hui unis. Il faut mettre fin à la guerre et lever toutes les sanctions. C'est pourquoi j'ai dit, quel président américain va accepter de lever toutes ces sanctions et de présenter cela à son peuple ou à son parti? Même si Donald Trump ne se soucie pas vraiment des républicains et déteste les démocrates, en disant « Eh bien, le résultat de ma guerre, c'est de me rendre à l'axe de la résistance dirigé par l'Iran et le Yémen, et de réellement protéger le Hezbollah et tout cet axe,
parce que j'ai échoué. protect Hezbollah and all this access because I failed. And lastly, Elijah, given that there Et is enfin, Elijah, significant étant amount donné of qu'il y a en ce moment resistance une now importante in résistance dans la région, thoughts on j'aimerais avoir votre point de vue sur la Palestine et sur la résistance palestinienne en particulier. there's not Il n'y a only pas seulement, bien sûr, la terreur israélienne qui se poursuit à Gaza. Il y a aussi de plus en plus d'informations sur le comportement d'Israël en Cisjordanie, l'extension des colonies et peut-être l'émergence d'une nouvelle intifada, qui attendrait, en quelque sorte en coulisses, à mesure que l'agression israélienne s'intensifie là-bas. Alors pensez-vous que la résistance palestinienne en particulier va elle aussi se renforcer face à toute cette situation et notamment face aux crimes de guerre? Activity, in particular, war crimes. The problem in Palestine is Mahmoud Abbas. Le problème en Palestine, c'est Mahmoud Abbas, le président palestinien en place depuis 2005, et l'absence d'élections en Palestine pour changer de président. Il pense que la diplomatie est la voie à suivre. Oslo 1 et 2, en 1993 et 1995, n'ont pas permis de donner aux Palestiniens un État. Les Américains, les Européens et les pays du Golfe, les pays du CCG, n'ont pas non plus réussi à obtenir un État palestinien. C'est aujourd'hui la mère de toutes les causes dans le monde, et pas seulement au Moyen-Orient, parce que la plupart des gens à travers le monde comprennent les atrocités, le génocide et les crimes commis contre les Palestiniens à Gaza et en Cisjordanie. Against the Palestinians in Gaza and in the West Bank. For that, the resistance was the only Pour cela, la résistance était le seul choix pour une population lorsque l'État, si l'État palestinien s'appelle bien ainsi, ce qu'il fait, ne parvient pas à protéger la population. Le Hamas est arrivé au pouvoir après les élections de 2006 et 2007, des élections que l'Occident souhaitait profondément et qu'il a poussées. Et lorsque le Hamas a gagné, l'Occident l'a boycotté et a inscrit l'organisation sur la liste des terroristes. Cela montre donc que tout et tous, dans le monde, ont poussé les Palestiniens vers la résistance contre l'occupant, ce qui est une cause légitime selon les Nations Unies, car le monde entier a reconnu Gaza et la Cisjordanie comme des territoires occupés. C'est ainsi qu'ils sont qualifiés. Et l'occupant a des obligations envers le territoire qu'il occupe, envers le pays et envers le peuple qu'il occupe. Or, dans ce gouvernement d'extrême droite, avec tous ces extrémistes, cela ne commence pas avec Ben Gvir, Itamar Ben Gvir, mais avec Benjamin Netanyahou. Le Likoud est l'un des partis les plus extrémistes d'Israël, camouflé derrière les agissements de Ben Gvir et de Smotrich, qui sont approuvés par le Premier ministre israélien. Ben Gvir crée des colonies en Cisjordanie au rythme de 40 par an depuis qu'il est au pouvoir. Cela signifie que tout le territoire qui appartient aux Palestiniens est confisqué et leur est retiré. Et ce n'est pas fait de manière normale. Au contraire, c'est très programmé, très réfléchi. Ils sont en train de séparer et de couper Jérusalem du reste de la Cisjordanie et Gaza de la Cisjordanie et de Jérusalem. Et maintenant, ils coupent la Cisjordanie elle-même en deux pour s'assurer que l'État palestinien ne voit de fait jamais le jour. Et leur méthode, c'est d'amener davantage de gens, davantage de colons, et de leur donner la protection de l'armée israélienne, l'armée la plus immorale du monde, pour aller tuer des civils palestiniens chez eux. Ils brûlent leurs maisons, parfois alors qu'ils sont à l'intérieur. Ils tuent leurs animaux. Ils prennent leurs oliviers, qui étaient là avant la création d'Israël en 1948, plus vieux que les Israéliens sur cette terre, parce que cette terre était la Palestine. C'était la Palestine. Ce n'était pas Israël. Et c'est ce qu'ils font. Ils poussent donc les Palestiniens à bout, selon l'ancien chef des services de sécurité intérieure israélien, qui a déclaré « Si j'étais palestinien, je combattrais jusqu'à la mort contre l'occupant ». C'est ce qu'il a dit.
parce qu'il faisait partie de l'administration et de l'appareil chargé de tuer les Palestiniens et de faire en sorte que ce régime d'apartheid pousse réellement les Palestiniens à se dresser contre l'occupant, afin que l'occupant puisse leur tirer dessus et ait une raison de les tuer. Les Palestiniens sont donc un peuple qui choisit de faire des sacrifices. Certaines personnes condamnent la résistance qu'ils ont menée, mais ces gens-là sont consentants. Qui sommes-nous pour dire que ce qu'ils ont fait est juste ou injuste? Ce sont eux qui font les sacrifices. Ce sont eux qui choisissent de mourir. Ce sont eux qui offrent leurs enfants, leurs épouses, eux-mêmes et leurs parents pour combattre et mourir. Ou parfois pour ne pas combattre, mais simplement faire face à l'occupant. Ce sont eux qui offrent leur sang et leurs biens. Et ils vivent dans des camps. Gaza est pleine de camps. Avant la guerre, elle était pleine de camps. Shujaya est un camp. Tout le nord est un camp. C'est donc l'histoire des Palestiniens depuis 1918, quand la Haganah et les premiers sionistes sont arrivés en Palestine. Et depuis lors, les Palestiniens sont toujours tués et persécutés. Ils sont en prison et aujourd'hui, ils risquent aussi la peine de mort face aux Palestiniens parce qu'ils ont refusé de se soumettre et de capituler. Mahmoud Abbas a accepté avec le Fatah. Quelles en sont les conséquences? Eh bien, il n'a plus de territoire à diriger. Ramallah, c'est sa base. C'est vraiment très peu pour diriger un pays et dire « voilà l'État de Palestine sur un tout petit morceau de terre ». Ce n'est pas la Palestine. Alors, les Israéliens n'ont de compte à rendre à personne et ils bénéficient du soutien des Américains et des Européens. C'est pour ça qu'ils se moquent de ce qu'ils font. Ils sont devenus comme Trump. Trump voudrait tout accaparer sans apporter le moindre soutien. L'importance du droit international. Eh bien, Benjamin Netanyahou fait exactement la même chose tant qu'il est protégé par les Américains. Et que font les Américains? Ils sanctionnent le président de la Cour pénale internationale parce que, comme Donald Trump nous l'a dit, Marco Rubio, son secrétaire d'État, protège Benjamin Netanyahou, qui est recherché par la CPI et accusé de crimes de guerre. Et pour cela, les Américains vont sanctionner l'institution internationale, la plus haute instance qui n'a aucun pouvoir d'exécution. Si les pays qui ont signé l'accord avec la CPI ne veulent pas s'y plier, ils les sanctionnent et s'assurent qu'ils ne puissent pas avoir de compte bancaire, réserver un hôtel ou voyager n'importe où dans le monde. Voilà le monde dans lequel nous vivons. Un monde de brute, d'injustice, et c'est de cela que les Israéliens profitent largement. Eh bien, Elijah, c'était une excellente émission. Je veux m'assurer que tout le monde sache que votre site, elijahmanier.com, figure dans la description de la vidéo, où les gens peuvent retrouver votre travail et soutenir vos médias et votre journalisme indépendant. Et vous tous, remerciez aussi Elijah en cliquant sur le bouton « J'aime » avant de partir. Je serai de retour demain, à 13h, heure de la côte Est, avec le professeur Mohammad Marandi pour une nouvelle mise à jour, le 23 août. Tous les moyens de soutenir cette émission figurent également dans la description de la vidéo ci-dessous, Patreon, Substack et bien d'autres. Elijah, avez-vous un dernier commentaire avant que nous nous quittions? C'était un plaisir. Merci de m'avoir invité. C'était vraiment une bonne discussion. J'ai beaucoup apprécié. Je vous remercie vraiment. Il faudra vous faire revenir très bientôt. Merci à tous les modérateurs et à tous les téléspectateurs aujourd'hui. Cliquez sur le bouton « J'aime » avant de partir et je vous retrouve demain à 13h, heure de l'Est. À demain. Au revoir. See you then. Bye-bye.